Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur le football européen, à retrouver tous les lundis sur la page YouTube d'Eurosport France et sur eurosport.fr. Ce lundi, il y a encore beaucoup de choses à débriefer. On commencera avec la Ligue 1. Elton Mokolo, on parlera du nul arraché par Lille face au Paris Saint-Germain et notamment de la légère faute de main de Lucas Chevalier. On fera le premier bilan. Lucas Chevalier, est-ce trop léger? On parlera également avec Elton de l'OM qui surfe sur une série incroyable et qui peut-être est en train de tourner à plein régime sous De Zerbi. On ira ensuite en Espagne avec le Barça cabossé par sa défaite face au Paris Saint-Germain qui a pris une vraie rouste face au FC Séville 4-1. La semaine noire du Barça, on en parlera avec Anna Caro. Et on ira enfin en Angleterre retrouver Philippe Auclair pour nous parler d'un autre géant en délicate position, c'est Liverpool, battu pour la 3e fois d'affilée ce week-end face à Chelsea. Des manquements, Konaté pas au niveau, Salah pas au niveau. On essaiera de comprendre ce qu'il se passe chez les Reds avec Philippe Auclair. Vous connaissez le menu, alors Tour d'Europe, c'est parti. Et allez, on débute donc par la Ligue 1, Elton Mokolo qui a tout regardé. Encore une fois, comment ça va Elton? Bonjour Cyril, bonjour à tous. La forme? Écoute, ça va très bien. On a passé un week-end qui a été très intéressant. Le dernier week-end de Ligue 1 avant cette fameuse trêve internationale. Un week-end de Ligue 1 où il y a quand même des enseignements à tirer. Alors on va commencer par la fin, comme souvent, et par débriefer ce match nul arraché par le LOSC face au Paris Saint-Germain sur un but d'Ethan Mbappé. Ma première question est toute simple, Elton. Lucas Chevalier est-il fautif sur ce but? Alors, c'est vrai que sur l'action du but, il y a une succession d'erreurs qui sont quand même dommageables. Il y a Pacho qui, je pense, analyse mal la situation face à Mbappé. Il pense qu'il va être sur son pied droit alors que Mbappé est gaucher, il va revenir à l'intérieur. Il y a Beraldo qui est malheureux, le tir repasse entre ses jambes. Et enfin, il y a pour moi Lucas Chevalier qui, pour moi, anticipe la frappe sur le premier poteau et il est un peu battu. Et donc, pour moi, c'est une erreur de Lucas Chevalier. Une erreur qui, pour moi, a de lourdes conséquences dans la mesure où le PSG perd 2 points à Lille. Et c'est vrai que Lucas Chevalier, encore une fois, revient au centre des débats, notamment sur sa capacité justement à sauver des points pour le PSG, sur sa capacité justement à faire des arrêts décisifs qui font que ça va être un grand gardien pour le PSG. Aujourd'hui, force est de constater que par rapport à ses premiers mois de compétition avec le PSG, c'est pas un ensemble qui est satisfaisant en tant que gardien. Alors, ça avait très bien commencé avec Tottenham, si on se souvient de cet été. Depuis, il y a 10 matchs qui ont été disputés, 5 clean sheets, des buts encaissés. Il y en a surtout 2, donc ce but face à Lille et puis cette sortie aérienne ratée face à l'OM. Est-ce que c'est le fait d'avoir changé d'environnement et de devoir avoir une seule intervention à faire et bien la faire ou comment tu expliques tout simplement cette difficulté-là? Pour moi, Cyril, par rapport à ce que tu as dit, c'est la clé, parce que moi, j'adore une phrase d'Andoni Zubizarreta, qui était l'ancien directeur sportif de l'Olympique de Marseille, et surtout le très grand gardien de la sélection espagnole et du Barça. Il expliquait, il disait cette phrase qui, moi, m'a toujours marqué. La grandeur d'un gardien, ce n'est pas ce qu'il arrête, mais quand il l'arrête. Et quand tu parles de Lucas Chevalier, il y a 2 moments qui sont clés sur les dernières semaines de compétition. Et sa fameuse sortie face à l'Olympique de Marseille, et donc hier contre Lille. C'est-à-dire que, à la différence de Lille, où pour moi Lucas Chevalier était un gardien de série, c'est-à-dire qu'il avait besoin d'accumuler beaucoup d'arrêts pour être en confiance, là il a nettement moins d'arrêts à faire. Et force est de constater que pour l'instant, il n'arrive pas forcément à s'adapter à cette nouvelle réalité, c'est-à-dire beaucoup moins d'arrêts, mais des arrêts qui doivent être déterminants parce qu'il y a une qualité des tirs qui est meilleure à partir du moment où le PSG concède moins d'occasions, mais dès qu'il concède, c'est des occasions qui sont chaudes. Et donc pour moi, par rapport à ça, Lucas Chevalier, aujourd'hui, il doit s'habituer à être ce gardien qui va être jugé sur 1 ou 2 arrêts. Alors c'est vrai, c'est quelque chose de très compliqué pour un très grand gardien dans les très grands clubs parce que l'exigence est accrue, mais toujours est-il que pour moi, Lucas Chevalier, il n'est pas encore ce type de gardien, il a vocation à le devenir. Ça ne prête pas à conséquence parce que pour l'instant le PSG reste leader de Ligue 1 à 6 points sur 6 en Ligue des Champions, mais n'empêche que quand on regarde Lucas Chevalier, il y a quand même des scories, même face à Barcelone, il y a une sortie aérienne qui est mal négociée, il y a des petites choses par-ci par-là qui font que, attention Lucas Chevalier, parce que c'est le PSG et le jugement est beaucoup plus sévère qu'à Lille. On va rappeler 10 matchs, donc on ne met pas la charrue avant les bœufs, c'est quand même un bilan qui est analysable en 10 matchs. On va rappeler aussi que c'est un choix de Luis Campos et de Luis Enrique qui a été très réfléchi cet été, que le départ de Donnarumma n'était pas uniquement sur des questions sportives mais aussi contractuelles. Donc voilà, tout cet environnement-là parfois donne l'impression que Chevalier est coupable du départ de Donnarumma, c'est pas le cas. Et
Dernière question sur le cas Chevalier. Est-ce que tu trouves à l'inverse que, notamment dans le jeu au pied qu'on a vanté bien meilleur que Donnarumma, il y a une progression du Paris Saint-Germain dans ce secteur de jeu-là? Il y a une progression, il y a un début de progression, il y a des choses qui sont travaillées. Moi, ça avait été notamment le cas sur le match contre l'Atalanta où son jeu au pied avait beaucoup aidé. Donc pour moi, c'est la voie à suivre pour Lucas Chevalier. Mais encore une fois, j'ai pas envie de faire du Didier Deschamps, mais s'il y a des postes qui sont spécifiques, c'est pas pour rien. Et un gardien, il est aussi et surtout jugé sur sa capacité à faire des arrêts. Parce que, en fait, le gain que peut représenter le jeu au pied de Lucas Chevalier va être potentiellement annulé parce qu'il ne pourra pas arrêter. Donc attention, c'est un savant équilibre, un savant dosage à trouver pour Lucas Chevalier. Être un gardien pertinent balle au pied, bien évidemment, mais être un gardien qui soulage notamment sa défense quand il n'y a pas grand-chose à faire, mais quand il faut faire les choses, eh ben, il doit être présent. Donc Lucas Chevalier, c'est vrai que tu l'as évoqué, il y a l'ombre de Gianluigi Donnarumma qui plane au-dessus du Parc des Princes et globalement sur les matchs du PSG. Mais attention, il ne faut pas refaire l'histoire. Donnarumma a aussi connu ces moments où il était très contesté. Et quand je dis contesté, c'était à la même époque. Et Donnarumma ne venait pas d'arriver au PSG. Et d'ailleurs, vous voyez la mauvaise parade de Donnarumma face à l'Atlético, cette main un peu molle. Bon, voilà, l'analogie, elle est presque faite avec Chevalier. On a parlé du leader, on va parler du dauphin qui s'affirme de plus en plus, l'Olympique de Marseille, Elton. Une victoire facile à Metz, 3-0. Gouiri relancé. 4 victoires de suite en incluant la Ligue des Champions. Et puis, voilà, l'impression que là, ça commence à tourner. Est-ce que, depuis l'arrivée de De Zerbi, tu vois là la meilleure version de l'OM? Écoute, c'est un Olympique de Marseille qui est beaucoup plus mature et en effet, c'est peut-être le meilleur passage de Roberto De Zerbi depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille parce qu'aujourd'hui, on voit une équipe qui grandit, on voit une équipe qui est en confiance. Après, la beauté et la fragilité de ce sport, c'est que les dynamiques peuvent parfois être très très courtes, mais toujours est-il que dans cette dynamique positive, on voit un Olympique de Marseille très mature parce que à la mi-temps contre Metz, on se dit 0-0, ça peut être un match bourbier. Et la saison dernière, je n'oublie pas que l'Olympique de Marseille a perdu des points sur ces fameux matchs à l'extérieur. C'est ce qu'a dit De Zerbi après le match. Il a dit l'année dernière, on aurait perdu ce match. Exactement. Et moi, je vois beaucoup de maturité, je vois beaucoup de tranquillité. Et c'est un 3-0. C'est un 3-0 qui est justifié par quoi? Par le fait qu'il y a une profondeur d'effectif qui a un impact sur le jeu olympien. Parce que, encore une fois, Roberto De Zerbi s'est permis de faire de la rotation sans pour autant qu'il y ait un impact significatif sur le rendement de l'équipe. Et sur la seconde période, sincèrement, c'est injouable. Dans la mesure où Amine Gouiri, il est en sortie de banc, il fait des différences. C'est-à-dire que Metz se coltine Robinho-Vaz pendant plus d'une heure de jeu. Amine Gouiri prend la relève et Amine Gouiri est déterminant. Il y a O'Reilly qui monte en puissance par sa faculté à parcourir beaucoup de mètres, à faire beaucoup de kilomètres et à être déterminant dans les derniers mètres. Donc même un Mason Greenwood qui n'est pas nécessairement décisif, ça n'a pas d'impact sur la performance de l'Olympique de Marseille. On a Igor Pachaoui, j'ai le sentiment qu'il fallait qu'il retrouve son souffre-douleur préféré, l'Ajax, pour lancer sa saison au niveau statistique. Donc évidemment, tout le monde le fait, c'est plus belle la vie à l'Olympique de Marseille, mais ça demande confirmation. Mais c'est vrai que l'Olympique de Marseille, par rapport à ce que veut Roberto De Zerbi, se rapproche de plus en plus. Tu as parlé de l'effectif, j'aimerais qu'on insiste un petit peu là-dessus, parce que au moment de faire les comptes, on a beaucoup parlé de Longoria et de sa fièvre au moment du mercato. Là, on a l'impression que certains joueurs sont arrivés tard, c'est vrai, mais c'est des vraies plus-values. Je pense à Aguerd, je pense à Pavard, même O'Reilly, comme tu disais. De Zerbi a voulu des profils de joueurs, il les a eus, et que là, c'est pas que c'est interchangeable, mais il y a vraiment un groupe de 18 à 22 joueurs qui peuvent jouer, et même en Ligue des Champions contre l'Ajax, qui était quand même un match important, on a vu des second rôles qui ne sont pas amenés à être titulaires directement, qui ont fait des matchs incroyables. Aujourd'hui, c'est le luxe pour n'importe quel entraîneur et c'est le luxe pour Roberto De Zerbi. Il a du choix, il a de la consistance et à partir du moment où il peut avoir des choix à faire, des arbitrages à faire sur son 11 de départ, il peut avoir une influence nette sur le tableau noir de l'Olympique de Marseille et donc sur son équipe qui va faire de grandes performances parce qu'on le voit à travers la rotation qui peut mettre de côté, par exemple, un Amine Gouiri, et ben ça veut dire qu'il y a un autre joueur qui se distingue. Et à partir du moment où il y a de l'émulation, à partir du moment où il y a de la concurrence, j'ai vraiment le sentiment que ça sert l'Olympique de Marseille. Alors oui, le mercato a été tardif, il a pu être critiqué, mais toujours est-il qu'il y a un lien de cause à effet entre les performances d'un AF Aguerd qui, pour moi, est le taulier du côté de l'Olympique de Marseille. Pas seulement dans sa capacité à défendre en avançant, mais aussi dans sa capacité à être le premier relanceur. Et les faits sont têtus, Cyril.
mardi contre l'Ajax et rebelote contre Metz. À chaque fois, il est impliqué sur un but à partir de sa qualité de relance. Igor Paixão qui monte en puissance après une préparation qui a été écourtée par une blessure qui a fait qu'il a eu un peu de retard. Il est revenu que début septembre. Donc aujourd'hui, Roberto De Zerbi, il a du choix, il a de la consistance et ça permet à l'Olympique de Marseille de voyager aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions avec des gros scores à la clé. On va revenir enfin, Elton, sur un club, un promu. C'est le Paris FC qui a beaucoup fait parler cet été parce que, vous le savez, il y a des moyens financiers conséquents. Il y a eu des recrutements plutôt judicieux, Les Melou, Moses Simon. Et le Paris FC, après 7 matchs, est dans le top 8. Qu'est-ce que tu retiens de ce début de saison Alors écoute Cyril, on pourrait parler de bonnes surprises pour un promu, mais quand on connaît la réalité du PFC, j'aurais tendance à nuancer, mais toujours est-il que c'est quand même appréciable de voir le travail du PFC version Gilly, parce qu'on voit une équipe qui a une proposition footballistique qui moi personnellement m'intéresse, c'est toujours porté vers l'avant. D'ailleurs, il y a une stat qui pour moi est éloquente, c'est-à-dire ils sont sur un match où ils n'ont pas marqué de but, c'était la première journée, et c'était Hervé Kofi qui avait fait un sacré match. Ouais. Pour le reste, ils sont également sur un match où ils ont seulement marqué un but, c'était la semaine dernière contre Nice. Donc ils sont au moins sur un minimum, pour le reste, sur un minimum de 2 buts. Ça veut dire que c'est une équipe qui va de l'avant, c'est une équipe qui a envie justement d'emmener le public, d'avoir une proposition footballistique qui est tournée vers le but adverse. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, avec un mercato qui, pour moi, commence à avoir une importance dans l'équipe, que ce soit Moses Simon qui a été décisif, que ce soit Les Melou qui est arrivé tardivement et qui pour moi est un élément très important. Et même, ce que j'aime beaucoup, le fameux mercato interne. Ouais. C'est-à-dire que, mine de rien, on est sur la 2e saison de Maxime Lopez, qui a une importance qui est fondamentale dans cette équipe. On a aussi Crasso, qui, après avoir été sur le banc au détriment de Goebbels, il a marqué contre Nice, il a encore marqué contre Lorient. Et après, il y a un joueur qui, pour moi, est très intéressant et très pertinent. Et je sais. Laisse-moi deviner. Exactement. Un certain Kebal ? Non, je parlais d'Otavio. Ah, ok. Non, je rigole, bien évidemment. Je parlais de Kebal qui, pour moi, justifie le fait que le PFC est à la 8e place. C'est-à-dire qu'il t'apporte vraiment quelque chose de différent dans les derniers mètres. C'est un joueur qui est d'ailleurs très exigeant vers lui-même. C'est un joueur qui est décisif régulièrement et qui te donne vraiment une autre couleur à cette équipe. Donc, Kebal, pour moi, c'est vraiment l'élément à ressortir dans ce collectif du PFC. Parce que le PFC ne tourne pas seulement Dylan Kebal, il y a vraiment un collectif qui est très intéressant, mais c'est vrai que lui, c'est l'atout charme, c'est la valeur ajoutée de cette équipe. 8e, on sait que l'Europe, ça peut jouer à la 6e place. Il faudra peut-être compter sur le Paris FC cette saison, peut-être dans un 2e peloton avec Lens, Lille, Lyon, ces équipes-là, en fonction des résultats à venir. Mais effectivement, très belle évolution du Paris FC. Kebal, ça fait double-double cette saison. Kebal, si ça fait double-double, c'est l'objectif parce qu'il a une année qui peut être très importante pour sa carrière footballistique. Sa première vraie saison en Ligue 1 en tant que titulaire indiscutable. La CAN avec l'Algérie, donc attention, ça pourrait avoir un impact sur ses statistiques et pourquoi pas en fin de saison une Coupe du Monde. Donc ça peut être l'année la plus importante de sa carrière pour lui, mais c'est vrai qu'en ce qui concerne la Ligue 1, l'objectif chiffré du double-double ne me paraît absolument pas fou quand on voit l'influence qu'il a dans ce PFC. Elton, on va quitter la France, on va parler d'un club dont on a déjà parlé la semaine dernière avec toi et tu nous avais dit que le Paris Saint-Germain pouvait faire mal à ce FC Barcelone. Ça s'est confirmé dans des proportions inattendues. On s'envole donc en Espagne pour retrouver Ana Caro. Et allez, on enchaîne avec l'Espagne et la Catalogne plus précisément. On retrouve Anna. Comment ça va, Anna ? Ça va très bien et toi ? Ça va mieux que le FC Barcelone. On en parlait la semaine dernière avant le choc face au Paris Saint-Germain. Depuis, il y a eu 2 matchs. Une défaite donc face au Paris Saint-Germain, 1-2, dans les circonstances qu'on connaît. Et puis, cette fessée quand même infligée par le FC Séville ce week-end, une victoire 4-1. Je vais te proposer les unes de la presse catalane ce matin. Sports qui nous dit aucune excuse et Mundo Deportivo qui nous dit piétiner. C'est vraiment le cas, le FC Barcelone s'est fait marcher dessus. Ouais, le titre de Mundo Deportivo, il est un peu ambigu parce qu'il veut dire piétiner, mais il veut aussi dire culbute, donc un peu la peur de ce point de bascule, un peu de passer du mauvais côté de la force un peu pour le Barça. Oui, c'est clair que quand on voit le match hier, le Barça n'a aucune excuse, c'est vraiment un match sans. Franchement, tout le monde était plutôt unanime hier à la fin du match pour dire que
il n'y avait pas grand-chose qui était réussi sur le match. C'est surtout inquiétant parce que, en fait, sur le match contre le PSG, on a vu que le Barça, en deuxième période, avait beaucoup de mal au niveau physique, notamment. Et ils étaient un peu attendus sur ce match-là à Séville parce que Séville est une équipe faible aujourd'hui de Liga, faut le dire. C'est une équipe qui va jouer pour son maintien tout au long de la saison, qui a un excellent coach, donc qui peut un peu s'en sortir grâce à ça, mais qui malgré tout a un effectif assez faible. Voir le Barça se faire piétiner de cette façon par Séville, c'est hyper surprenant. Mais le plan de jeu de Séville était parfait et à côté, le Barça n'a rien réussi. Alors, tu as parlé de plan de jeu, je suis obligé de revenir dessus parce que c'est quand même la grande thématique. On a vu le but de Gonzalo Ramos pour le PSG avec cet alignement offensif et cette ligne défensive toujours aussi haute. Ça a beaucoup fait parler après la Ligue des Champions. Thierry Henry qui disait que c'était impossible de gagner une Ligue des Champions avec une ligne aussi haute. Mundo Deportivo qui avait parlé de suicide footballistique. On a revu cette ligne face au FC Séville. Je crois que c'est le deuxième but où ils sont presque à la ligne médiane pour faire le piège du hors-jeu. Est-ce qu'à un moment, c'est envisageable pour Flick de faire des réglages, peut-être pas tout modifier, parce que tu nous l'as expliqué la semaine dernière, c'est la grande force de ce FC Barcelone. Mais là, effectivement, on a l'impression que c'est trop risqué en l'état. Oui, alors en fait cette ligne elle existe pour plusieurs raisons, parce que quand Flick arrive à la tête du FC Barcelone, il met ce système du piège du hors-jeu avec Pau Cubarsí et Íñigo Martínez qui sont deux défenseurs centraux déjà extrêmement talentueux dans la relance mais hyper intelligents au niveau de l'alignement, donc qui s'accordaient parfaitement, et ce piège du hors-jeu a d'abord été mis en place pour couvrir les lacunes défensives du FC Barcelone. Parce que si on prend la dernière saison de Xavi, le Barça prend énormément de buts et avec vraiment un système défensif que Xavi n'arrive pas à modifier, n'arrive pas à rendre meilleur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est remercié, parce que à la fin, quand tu prends trop de buts, tu gagnes pas de match. Et quand Flick arrive, il met ce système-là en jeu. Le problème, c'est que ça reposait énormément sur les deux hommes qui composent la charnière. Et que Íñigo Martínez est parti. Il n'a pas été remplacé aussi bien qualitativement que numériquement. Et c'est très difficile pour Flick de continuer à faire ce piège du hors-jeu avec les hommes qu'il a à disposition. Alors, on sait qu'Andreas Christensen, par exemple, lui, a un peu les qualités d'Íñigo Martínez, c'est-à-dire qu'il est un peu grand, il est bon à la relance, il est très fort tactiquement, mais il est quasi impossible aujourd'hui de le voir enchaîner 90 minutes, et ce, tous les 3 jours, parce qu'il est fragile physiquement. Eric Garcia, on l'a vu, lui était titulaire contre le PSG, mais ça n'a pas suffi parce qu'il a effectivement toutes ses qualités, etc. Mais il manque par exemple de présence dans les duels aériens parce qu'il est plus petit que la moyenne chez les défenseurs centraux. Donc ce qui est compliqué dans tout ça, c'est que Flick a dû un peu bricoler et à la dernière minute, parce qu'Íñigo Martínez est parti à la dernière minute au niveau du mercato. Et il pensait sans doute que Araujo, qui s'améliorait cette saison, en tout cas en ce début de saison, allait finir par trouver sa place dans cet alignement. C'est pas le cas. Pour autant, moi aujourd'hui, je vois très mal le Barça remettre ça en cause parce que c'est la base même de leur système défensif. Il faut juste en fait que Flick réussisse à trouver les bons hommes pour cette ligne-là, qui arrivent parfaitement à s'aligner. Parce que là, on parle de la charnière, mais il y a aussi un problème actuellement, c'est que le latéral gauche, c'est Gérard Martin, parce que Baldé revient progressivement de blessure. Et c'est vrai que Gérard Martin, sur cet alignement-là, il a du mal. On l'a vu contre le PSG, c'est lui qui couvre une fois. Donc c'est un problème d'homme finalement. Je suis vraiment pas certaine qu'ils remettent en cause ce système parce que ça permet déjà au Barça d'être beaucoup plus haut et après donc beaucoup plus proche du but adverse pour marquer un but. Et aussi quand tu resserres les lignes, factuellement il y a moins d'espace pour l'adversaire pour développer son jeu, et c'est ce que veut le Barça, parce que le Barça veut être dominant dans le jeu, veut pouvoir occuper tout l'espace, et plus ta ligne est haute, moins il y a d'espace pour l'adversaire. Le problème c'est qu'il faut savoir très bien gérer la profondeur, et là clairement c'est pas le cas sur le début de saison. Enfin, pas sur le début de saison, sur les 2 derniers matchs. On a l'impression quand même que si on regarde, on prend un peu de recul, l'Inter a trouvé une faille au moment de cette demi-finale, et que depuis c'est très facile de s'y engouffrer. Le Paris Saint-Germain n'a pas fait autre chose, et Luis Enrique n'a pas fait autre chose en insistant beaucoup sur ses latéraux, Nuno Mendes, Hakimi. Quand on a cette qualité-là, fatalement, c'est plus facile. Et là, tu nous as parlé du FC Séville, qui est un très bon coach. Bon, en fait, on a vu beaucoup d'actions où c'est les 2 latéraux qui écartent au maximum, qui se retrouvent dans la surface adverse. On a l'impression que finalement, la recette, elle est disponible pour tout le monde désormais. Alors, il faut avoir de la qualité, ok, mais Flick, il va finir par être sous pression si tout le monde trouve la réponse. Alors oui, là, et c'est là le problème, c'est vraiment comment les 2 latéraux se compensent avec la charnière derrière.
Et c'est vrai que dans la mesure où Jukoundé n'a pas démarré la saison et donc a peut-être moins trouvé ses automatismes avec l'actuelle charnière et que Alejandro Balde est blessé, et ben évidemment ces automatismes-là, pour l'instant, ils n'existent pas. Peut-être la bonne nouvelle pour Flick, c'est qu'Alejandro Balde n'a pas été appelé avec la sélection espagnole et que donc ils vont pouvoir bosser un peu à l'entraînement là pendant la trêve. Mais c'est vrai qu'il y a ce problème-là et il y a le problème aussi du pressing individuel parce qu'on l'a vu sur Pedri, sur Frenkie, là où la saison passée, quand eux étaient pris et que ils avaient peut-être moins d'options à la relance, ils avaient toujours derrière un Pau Cubarsí, un Inigo Martinez qui faisait le travail en retrait pour relancer encore plus devant, parfois avec des très très belles passes. Et c'est vrai que Cubarsí, sur le début de saison, il est un peu en deçà de ce qu'on avait pu voir la saison passée, et que souvent à côté de lui, il a Ronald Araujo qui, pour le coup, sur la relance, est vraiment pas très bon. Donc ils sont vraiment pas aidés, ce milieu de terrain-là. La question qui se pose plus aujourd'hui, au-delà de la ligne du hors-jeu, c'est de dire est-ce que le Barça va repasser en 4-3-3 avec 3 milieux de terrain pour avoir davantage d'options sur ces relances-là. Ça sera à voir en retour de trêve. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Gavi est blessé, Fermin Lopez est blessé, Rafinha est blessé. Donc, pour remettre ce 4-3-3 en place, Hansi Flick, il n'a pas tous ses hommes. Donc, depuis cette défaite contre Séville, quand on regarde un peu dans les critiques, c'est comme s'il y avait tout à jeter. Non, parce que le début de saison du Barça est très bon. Et la seconde période, le début de seconde période du Barça aurait la première période face à Séville est catastrophique, mais le reste, il y a quelques éléments qui sont pas mauvais à prendre. Surtout que si Lewandowski met son penalty, c'est sans doute pas le même match à la fin. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des points qui sont soulignés aussi sur du coup ce recrutement-là, parce que la décision a été prise de Inigo Martinez part, on le remplace pas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui font que aujourd'hui le Barça regrette beaucoup le départ d'Inigo Martinez. Dernière question quand même, Anna, parce que la semaine dernière, tu es venue, tu nous as dit que ce Barça était moins dépendant de certains hommes. C'est sans doute vrai. Il n'empêche, là, ni Rafinha, ni Lamine Yamal ne sont là. Inigo Martinez n'est plus là non plus. On a l'impression qu'il y a aussi la semaine dernière, je disais complètement l'inverse, mais que la profondeur d'effectifs, peut-être, notamment derrière, n'est pas suffisante pour assurer contre le FC Séville, qui est un club qui va lutter pour la relégation. Alors, sur la profondeur d'effectifs, moi, c'est vrai que je trouvais que, pour le coup, le PSG restait supérieur sur ce côté-là, surtout en attaque. Marcus Rashford a fait un bon match hier, et c'est un peu une constante, même depuis qu'il est dans le 11, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Barça. Mais là, la profondeur d'effectifs, elle est vraiment liée à cette accumulation de blessures qui est tombée un peu coup sur coup. Faire sans Lamine Yamal, Rafinha et Fermin Lopez, parce que là, on parle de la défense, mais si on parle de l'attaque, par exemple, Dani Olmo, depuis le début de saison, il est totalement en deçà de ce qu'on peut attendre de lui. Et donc, évidemment, quand y a un joueur comme ça qui est placé numéro 10 systématiquement, dans la mesure où tous les autres sont blessés, peut-être qu'il y a moins de remise en question, peut-être un peu moins de concurrence à l'entraînement. Et sur le terrain, ça se paye cash parce que Dani Olmo, il n'a pas le même impact, par exemple, qu'un Fermin Lopez qui va rentrer, courir énormément, frapper beaucoup au but. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit assez peu chez Dani Olmo. C'est aussi pour ça que le Barça se dit peut-être qu'on peut repasser en 4-3-3 parce que finalement, le rôle du numéro 10 actuellement n'est pas si positif que ça. Après, à voir après la trêve combien de joueurs reviennent parce que, effectivement, s'il y a le retour de Rafinha et Lamine Yamal, normalement, ça ne devrait pas trop mal se passer pour la suite pour le Barça. Je vais boucler la boucle. Je reviens aux unes, et notamment celle de Mundo Deportivo. Tu m'as parlé de point de bascule. Est-ce qu'il y a un monde et un scénario où le match face au Paris Saint-Germain est le tournant de la saison du FC Barcelone et dans le mauvais sens? C'est assez peu probable quand même, parce que si on regarde la saison passée, même si c'était un effectif assez jeune, il a toujours trouvé les ressources mentales, et c'est un groupe qui, globalement, est assez tiré vers le haut, assez positif. Si on regarde le discours de Pedri à la fin du match, il est très, très lucide. Il dit qu'il manquait énormément de choses, qu'il savait pas quoi faire du ballon quand il l'avait, qu'il manquait de l'intensité, de la précision, enfin tout ça. Mais il dit à la fin, on a la trêve pour travailler, et quand on va revenir, ça ira mieux. Et ce point de bascule, à la limite, il pourrait vraiment être important pour un joueur comme Ronald Araujo, parce qu'il a démarré, lui, titulaire face à Séville. Il provoque le péno, il est fautif sur le deuxième de Séville.
et il démarre la deuxième période sur le banc. Ouais. Donc effectivement, il avait l'air d'être glacé au niveau du mollet, donc peut-être qu'il avait aussi une douleur. Mais c'est vrai que quand on a un leader qui tire si peu, entre guillemets, le groupe vers le haut, et d'autant plus dans un groupe où, pour l'instant, le capitaine, c'est Marc-André ter Stegen et qu'il n'est pas là. Est-ce que, du coup, il va y avoir une remise en question de ce capitanat ? Peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que la trêve, là, arrive au meilleur moment pour le Barça. Ça va vraiment être cette capacité à réagir après la trêve qui va faire la différence. Mais ces matchs-là peuvent aussi servir beaucoup d'apprentissage parce que Hansi Flick, en début de saison, il parlait d'un problème d'attitude sur le terrain, d'un certain laxisme parfois. Et là, clairement, on le voit sur le pressing depuis le début de la saison. Alors, il y a l'air d'avoir des problèmes physiques que tout le monde ne peut pas suivre. Mais on a beaucoup parlé du comportement de Lamine Yamal face au PSG qui, à la fin... balance un peu la fin du match, mais parce qu'en fait, si on regarde le match, lui, il fait tous les efforts pour revenir au pressing, pour aller défendre et tout, sauf qu'il n'est pas suivi, le bloc ne suit pas, et voilà, il a 18 ans, à force, il en a marre, en fait, tout simplement. Et c'est vrai qu'il faut que le Barça retrouve ce pressing-là pour retrouver la grandeur qu'il avait la saison passée. Voilà, ça dépend aussi beaucoup des conditions physiques, donc Hansi Flick va avoir beaucoup de travail pendant la trêve. Voilà, on surveillera ça évidemment dans les semaines qui viennent dans Tour d'Europe. On parlait du Barça qui est en délicatesse. On va parler d'un autre club, un autre grand club champion en titre. C'est Liverpool qui vient d'enchaîner sa 3e défaite de rang. Et allez, on termine ce Tour d'Europe avec l'Angleterre. On termine, mais en beauté, parce qu'il s'est passé encore beaucoup de choses dans le royaume cette semaine. Et on va s'intéresser, on parlait du FC Barcelone qui a enchaîné 2 défaites de suite. On va parler du Liverpool FC qui en a enchaîné 3. Crystal Palace, Galatasaray et Chelsea à nouveau samedi. Philippe, qu'est-ce qui se passe avec les Reds de Liverpool tout simplement ? Ce qu'il se passe, c'est un petit peu ce qu'on avait prévu. On en a déjà parlé ensemble. C'est le fait que depuis le début de la saison, Liverpool gagnait, mais gagnait ric-rac. Je faisais un petit peu, j'ai fait mon relevé il y a quelques minutes du timing des buts décisifs pour Liverpool en début de saison. Et je regardais contre Bournemouth, les 2 buts victorieux, c'est 88e et 95e. Newcastle, c'était la 111e, si tu arrives à croire ça. Arsenal, c'était la 83e. Burnley, la 96e. Et ça avait toujours été à l'avantage de Liverpool. Et là, ça se retourne maintenant contre les Reds, au moins en Angleterre, puisque contre Crystal Palace, c'est à la 98e que ça s'est passé, et contre Chelsea, c'est à la 96e que Estevao a marqué le but de la victoire. Donc en fait, ce que tu as, c'est une équipe qui a visiblement très peu de marge de manœuvre, qui est toujours un petit peu à la limite et qui ne gagne pas ses matchs. D'ailleurs, tous ces matchs, mis à part celui contre Bournemouth, qui était très particulier, la différence entre le vainqueur et le vaincu, c'est un seul but. Et une équipe de Liverpool qui, défensivement, a de gros problèmes. Une équipe de Liverpool dans laquelle il y a pas mal de changements qui ont été opérés, mais sans qu'on trouve de véritables solutions aux problèmes qu'on connaît depuis le début de la saison. Et le problème, ça peut être sur le flanc gauche, parce que Kerkez n'est pas véritablement à la hauteur de ce qu'il était l'an passé avec Bournemouth. Donc, c'est Robertson, c'est Kerkez, c'est qui a priori, Kerkez. Tu vas de l'autre côté, tu te demandes, ça va être le petit Connor Bradley, dont on nous vantait les qualités défensives après le départ de Trent Alexander-Arnold. Ça s'est tellement mal passé pour Bradley contre Chelsea qu'en fait, on a retrouvé Dominique Szoboszlai au poste d'arrière droit en seconde période. Donc tu as ce problème-là. Tu as les problèmes en défense centrale, où la charnière Konaté et Van Dijk ne fonctionne pas. On a vu un Konaté encore en difficulté hier, d'ailleurs remplacé à la mi-temps à cause d'une petite blessure apparemment, et qui a été remplacé en défense centrale par Ryan Gravenberch, qui normalement est le demi-défensif. Donc, tu as des problèmes. Tu ajoutes à ça le fait que Mohamed Salah, c'est pas ça. Cette saison, il a marqué un but absolument de toute beauté, mais en dehors de cela, il participe beaucoup moins au jeu que d'habitude, il est beaucoup moins percutant que d'habitude, il est beaucoup moins décisif que d'habitude. Et du coup, tu as l'impression d'une équipe de Liverpool, ça va paraître curieux quand je te dirais ça, mais d'une équipe de Liverpool qui, 1 an après l'arrivée de Arne Slot, est en fait en train de commencer sa phase de transition. Mais comment on peut expliquer ? Est-ce que c'est justement dû à tous ces changements qu'il y a eu cet été ? On parle de Wirtz, on parle d'Isaac. Voilà, il y a eu des choses qui ont été bouleversées. Et pourtant, les points faibles semblent être les points forts de la saison passée. Cette charnière qui était quand même très très forte la saison passée, Van Dijk, Konaté, et Mo Salah dont tu viens de parler, c'est quoi ? C'est juste une mauvaise passe physique, technique de ces joueurs-là ?
ou notamment pour un Mo Salah, le début du déclin qu'on annonce chaque année et que chaque année on range au placard parce que il continue de nous surprendre? Je crois qu'il y a un petit peu tout cela est correct. Il y a le problème d'une part de l'arrivée de nouveaux joueurs qui déséquilibrent cette équipe de Liverpool qui n'avait absolument pas changé. On se rappelle, il faut le répéter, que la saison du titre de l'an passé avec Arne Slot, c'est un titre qui est conquis avec un effectif totalement inchangé, mis à part Chiesa qui était arrivé à l'intersaison. C'était l'équipe de Jürgen Klopp. Là, tout d'un coup, ils mettent en place quelque chose d'autre. Ils doivent prévoir également la relève pour des joueurs aussi importants que Mohamed Salah. Et du coup, tu as toutes ces arrivées, des joueurs qui peinent un petit peu à vraiment imprimer leur marque. Florian Wirtz, c'est un joueur absolument magnifique. Là, il avait été mis au repos pour la première période et il est rentré à la place de McAllister en seconde. D'ailleurs, il a été influent. Mais Florian Wirtz, on a l'impression c'est assez curieux, parce que d'habitude, c'est les joueurs qui arrivent, qui ont des petits problèmes de communication qui ne sont pas tout à fait dans le tempo de leurs coéquipiers. Là, tu as l'impression que c'est Florian Wirtz qui est en avance sur ses coéquipiers, que eux ne comprennent pas encore qu'ils ont un meneur de jeu qui voit les choses très rapidement et eux ne réagissent pas comme il le faudrait. Ça, c'est une évidence. Mo Salah, oui, le déclin, on va faire attention parce que quand même, on est tout juste en début de saison. Donc, il nous réserve toujours des petites surprises plus tard dans la saison. Mais bon, il y a bien un moment où ça va commencer à décliner un petit peu. Peut-être perte de confiance un petit peu, mentale, va savoir. En tout cas, il n'est pas à son niveau habituel. Alexandre Isak, ne pas oublier qu'il a en fait complètement loupé sa pré-saison, parce qu'il y avait tellement de choses qui se passaient entre Newcastle et Liverpool, tellement d'incertitudes, qu'il avait été mis au placard. Il avait été mis dans le loft pendant un temps par Eddie Howe, et donc il n'a pas pu se préparer correctement pour la saison, et ça se sent. Là, il a joué, il n'est pas mauvais. Il y a des moments où tu retrouves des éclairs, des fulgurances du Isaac que l'on connaît, qui est tout simplement l'un des meilleurs attaquants d'Europe, mais il n'est pas encore dans le tempo lui non plus. Donc, c'est vraiment une phase de transition. La question pour Arne Slot, c'est combien de temps ça va durer. Est-ce que cette trêve internationale survient au bon moment pour lui? Oui et non, parce qu'en fait, tous ces joueurs avec lesquels il aimerait être sur le terrain d'entraînement vont disparaître avec leur sélection pour revenir ensuite. Et le prochain match, c'est un match qui, a priori, sur le papier, il y a 4 ou 5 semaines de cela, on aurait dit bonne chance Manchester United. Et là, on voit Manchester United qui gagne contre Sunderland. Ce n'était pas brillantissime, mais il y avait de bonnes choses. Et puis de notre côté, on voit une équipe de Liverpool qui est extrêmement fragile défensivement, qui continue mais même tu regardes, tu vois, j'ai regardé à nouveau le premier but de Caicedo, il y a quelques minutes. La façon dont la touche arrive, c'est-à-dire ce Van Dijk qui prend 10 secondes pour savoir s'il relance ou s'il passe à Mamardashvili et derrière ça accouche sur cette touche qui finalement se transforme en boulet de canon de Caicedo. Mais ça prouve que les automatismes ne sont pas encore là. Alors c'était pas Alisson au cage, certes, mais c'est quand même, ça interroge, disons. Oui, parce que tu vois, quand Caicedo reçoit le ballon juste à l'intérieur de la moitié de terrain de Liverpool, il passe, tu as l'impression que McAllister ne fait absolument rien, il le passe, mais avec une facilité déconcertante, se retrouve tout d'un coup dans un espace libre devant le back four de Liverpool qui est tellement important qu'en fait, Konaté et Van Dijk, tu les regardes tous les deux, ils se disent mais on fait quoi? Et ils reculent. Et au moment quand il y en a au moins un des deux qui devrait avancer vers Caicedo, qui devient très menaçant, dont la présence devient menaçante, l'un comme l'autre hésite, tergiverse, et il n'y a absolument aucune réaction. Et du coup, bon, Caicedo, mais après, il met une mine absolument incroyable. Si vous n'avez pas vu le but, les amis, regardez ça. C'est absolument merveille, une merveille de tir qui continue de monter. Tu as l'impression que si jamais il n'y avait pas eu le filet, le ballon sortait de Stamford Bridge. C'était incroyable. Mais malgré tout, même si le but était un but venu d'ailleurs, entre guillemets, c'était un but qui devait également beaucoup aux fragilités défensives de Liverpool et au fait qu'il n'y avait absolument rien pour défendre le but de Mamardashvili, qui n'était pas du tout à la faute sur ce coup-là. Et au passage, d'ailleurs, c'est peut-être la seule absence, l'absence d'Alisson n'a pas pesé sur ce match. Ce n'est pas non plus ça qui fait la différence. Non, ce qui fait la différence, c'est que tu as plein de zones de dysfonctionnement dans cette équipe de Liverpool, des interrogations sur l'état de forme de certains joueurs clés,
à court ou à long terme. Et puis surtout, des changements. Il y avait quand même, je crois, je ne dis pas de bêtises, 5 changements par rapport à l'équipe qui avait été battue à Galatasaray. Et ça se sentait. Tu n'avais pas du tout, la mayonnaise n'avait pas pris, des choix qui étaient assez particuliers. Et en plus de ça, et là, Slot, il faut quand même lui poser la question. Lorsque, en deuxième période, Liverpool quand même revient dans le match, parce que Liverpool sait créer des occasions, il prend la décision de remplacer Cody Gakpo par Wataru Endo, demi-défensif, demi-ultra défensif même. Et ce qui pose quand même question, alors que le score était de 1 partout. Et au final, c'est donc Estevao qui donne la victoire à Chelsea, qui n'était pas une victoire imméritée au passage, et qui aurait pu d'ailleurs être conclue plus tôt, puisque je te rappelle que Fernandez a quand même sa tête sur le poteau avant le but victorieux d'Estevao, et que Chelsea également s'est procuré des occasions. Mais a posteriori, quand tu penses au parcours de Liverpool jusqu'à présent, je dis ce que j'avais dit à l'époque et que je redis parce que je crois que les événements sont en train de me donner peut-être un petit peu raison. C'est le fait qu'Arsenal a loupé un énorme coup quand ils ont joué à Liverpool, qu'ils ont joué avec le frein à main et que cette équipe de Liverpool était prenable. On le sentait depuis le début de la saison et là, on en a confirmation avec cette 3e défaite de rang. Bon, alors c'est une victoire à distance pour Arsenal qui a donc pris la tête de cette première ligue, peut-être pour ne plus la lâcher. On suivra ça dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup, mon cher Philippe. On suivra aussi le cas Konaté dont tu nous as parlé un petit peu. Fin de contrat aussi qui commence à faire parler un petit peu en Angleterre. Donc tout ça, ce sera au menu des prochains Tours d'Europe. Merci beaucoup, mon cher Philippe. Bonne journée.